nationale. Et ça m'a fait penser que moi, ça fait plus de 100 fois que je viens au Conseil national. Et que je suis venu dans toutes les circonstances. Dans les années de la Fondation, comme simple militant, comme candidat des faits, comme député, comme ministre, comme premier ministre. Et dans toutes circonstances, j'ai toujours été très content de venir à cette grande activité démocratique que constitue un Conseil national de notre parti. Et je crois qu'un jour, dans un congrès de la Fédération des journalistes professionnels du Québec, on nous rendra un vibrant hommage pour leur avoir donné toutes ces chances de ces excellentes copies sur la démocratie québécoise qu'ils font à chaque fois qu'on se réunit. Et c'est pas pour rien que très consciencieusement, ils peuvent parler de nous. C'est parce que nous avons de la substance, des contenus, des débats, des consensus, des contradictions. C'est ça qui fait un grand parti politique. Et au cours des derniers mois, j'ai vécu aussi, avec vous sur le terrain, une admiration et des sentiments analogues quand j'ai vu les congrès des circonscriptions. Quand j'ai vu le travail intense qui se faisait sur les fameux cahiers, sur le chantier, où des hommes et des femmes consacraient des journées entières à réfléchir au destin du Québec et au destin de notre pays. C'était préparé d'avance, avait des amendements déjà écrits. C'était beau à voir. Et ça portait le printemps du Québec. J'ai aussi eu la chance, au cours des derniers mois, de voir à l'œuvre, dans la saison des idées, 5000 personnes. Il y a 5000 personnes qui ont travaillé ardemment à la saison des idées. Et quand les congrès de comté sont survenus à même ce terreau fertile, 5000 autres. C'est plus qu'à notre congrès de 2000. Et c'est 2 fois plus que les activités organisées par le gouvernement au sujet du Forum des générations avec les fonds publics. Alors que 5000 bénévoles aient fait ce qu'ils avaient à faire, c'est là que l'on devine l'avenir. J'ai deviné l'avenir aussi d'une façon grandiose au cours des 12-15 derniers mois parce que j'ai rencontré 12 000 étudiants et étudiantes de cégep. Dans un contexte vraiment incroyable. La cure miracle pour un souverainiste désabusé, c'est de m'accompagner. Même pas dans 20 cégeps, dans 1 ou 2, ça suffit pour être guéri. Pas besoin de forcer la dose. J'ai vu des jeunes gens et des jeunes filles déterminés. Quand un homme politique venait s'adresser au collège où j'étudiais, je ne dis pas une femme politique parce que lamentablement, il n'y en avait pas dans le temps. Il parlait à des Canadiens français. Ben moi, j'en ai pas rencontré un seul. Sur ces 12 000 étudiants, il n'y avait pas de Canadiens français. Il y avait des Québécois et des Québécoises. Et il n'y avait pas de différence entre ceux qui étaient nés à l'île d'Orléans ou sur l'île d'Hispaniola en Haïti. Des Québécois et des Québécoises qui, de façon lucide, parfois exigeante, considéraient le projet exaltant que ça, la naissance du Québec comme nation libre. Et je n'ai pas fini la tournée, je vais aller à Saint-Jean. Je parle de Saint-Jean parce que je veux rappeler qu'à Saint-Jean, il y avait une université qui s'appelait le Collège militaire, mais qui donnait des diplômes de l'université de Sherbrooke, qui était brutalement fermée par le gouvernement du Canada. Mais là, il y a un cégep extraordinaire. Dans le personnel du cégep, d'ailleurs, il y a Roger Paquin, notre ancien député, un militant exceptionnel. Et j'irai à Saint-Jean bientôt. J'irai aussi aux études commerciales. J'ai souvent dit, ce qui faisait plaisir à un ancien premier ministre, qu'un de mes seuls regrets dans la vie, c'était de ne pas être diplômé de l'École des hautes études commerciales. Les regrets sont stériles. Je vais aussi aller à l'Université McGill.
j'ai aucun regret de ne pas être diplômé de l'Université McGill. Mais j'ai de l'admiration pour cette grande université québécoise. Puis il y a une cellule étudiante souverainiste à McGill qui nous invite, dirigée par Jennifer, qui est là. Ils sont là. Bon, alors ce Conseil national, vous avez compris, il est important, il est crucial, parce que c'est le dernier avant le Congrès. J'ai dit la fierté, la joie que j'avais d'y venir. Cette fois-ci, c'est un peu teinté de tristesse, parce que c'est le dernier où on aura comme vice-présidente Marie Malavoie. Et c'est aussi le dernier où un certain nombre de membres du Bureau national et de l'exécutif siègent parmi nous dans un conseil. Nous vous rendrons l'hommage que vous méritez, Marie particulièrement, au Congrès de juin. Mais je prépare cet hommage déjà. Je veux qu'il soit nourri dans nos cœurs pour nous consoler de ton départ pendant les mois qui viennent. Il est aussi crucial, ce Conseil, parce que le Congrès sera crucial. Et de par la nature même de notre parti, nous avons vécu, et j'en suis fier, des périodes difficiles de discussion, mais toujours civilisées, à quelques exceptions près. Et j'ai, durant ces mois, été très fier d'avoir étudié l'économie, d'avoir étudié le droit, mais je pense que ce qui m'a le plus servi, c'est que j'avais fait beaucoup de voile quand j'étais jeune, et ça m'a servi dans cette navigation complexe. Mais cela doit être fécond. On n'a pas fait tout ça pour rien. On a fait ça pour sortir du Congrès de juin avec un programme modernisé, des structures modernisées, un nouvel enthousiasme pour aller où vous savez où on doit aller. Et entre-temps, notre aile parlementaire va continuer à faire le travail si bien décrit par notre leader, Diane Lemieux, à laquelle je rends hommage. Elle a renouvelé la technique de l'opposition officielle. Il faut dire qu'il y a eu des transferts technologiques du Bloc, qui est un grand spécialiste de l'opposition, vers Diane Lemieux et vers notre aile parlementaire. Mais nous avons fait consciencieusement notre travail dans des conditions très difficiles. Pourquoi difficiles? C'est un peu comme une équipe de hockey brillante qui joue contre des médiocres, qui scorent dans leur but, qui s'enfargent, qui sont toujours à quatre pattes sur la glace. Alors, les huées de la foule couvrent les applaudissements qui pourraient venir pour nous. Mais c'est vrai, souvent, on est encore à organiser notre conférence de presse pour dénoncer une politique gouvernementale que les trois quarts du Québec sont révoltés par la même politique. On pose 2 ou 3 questions percutantes à la période de questions, mais il y a 10 000 personnes devant le Parlement pour manifester contre le gouvernement pour la même chose. Fait qu'aux nouvelles le soir, c'est les 10 000 qui passent. Il y a une certaine justice là-dedans. Ça ne nous empêchera pas de continuer notre travail consciencieusement pour nous débarrasser au plus vite du gouvernement le plus pénible de notre histoire, qui angoisse la population. C'est ça la réaction qu'on a sur le terrain. C'est de la colère, c'est du dégoût, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est de dire, hey, il n'y a pas de pilote dans l'avion, là. Le Québec n'est plus gouverné. Ce Québec qui a décollé si bien depuis la Révolution tranquille et qui, de tout parti confondu, est resté une société progressiste, est en train de régresser par une irresponsabilité gouvernementale spectaculaire. J'entendais un vieil analyste, journaliste à la retraite, à qui on disait, pour essayer de comparer les gouvernements depuis plus de 50 ans, « Vous ne pensez pas que c'était pire du temps de Jean-Jacques Bertrand? » Et le journaliste chevronné a répondu, « Arrêtez d'insulter Jean-Jacques Bertrand. »
Alors, on dit parfois, dans certains commentaires, que le Parti québécois ne profite pas de la déconfiture gouvernementale. Ben, c'est un peu tous ces facteurs aberrants qui font qu'une analyse aussi superficielle peut être faite. S'il y avait des élections demain, qu'est-ce qui arriverait? C'est pas le Parti québécois qui profiterait de la situation, c'est le Québec qui se débarrasserait des libéraux par un balayage fantastique et qui nous remettrait au pouvoir. Alors, je ne veux pas que le Parti québécois profite de quoi que ce soit, moi. Je veux que la population du Québec profite de la prochaine échéance électorale, qui n'est pas demain, pour nous redonner un gouvernement digne de ce nom. Et en attendant, essayer de limiter les dégâts. Certains de mes collègues ont repris des faiblesses, pour employer un mot faible, du gouvernement actuel. J'en prends quelques-unes. Le ministre de l'Éducation. Comment peut-il être le ministre de l'Éducation alors que les enfants de la maternelle aux étudiants et étudiantes d'université savent que c'est lui qui a le plus mauvais bulletin scolaire actuellement au Québec. Et c'est lui qui est supposé diriger le ministère de l'Éducation. Juste pour avoir pensé à ce qu'ils ont fait pour les écoles juives, il ne faut pas être déconnecté de la vision du Québec. Plusieurs amis de la communauté juive, plusieurs de nos amis nous ont dit qu'ils étaient outrés par ce que le gouvernement non seulement faisait à la société québécoise en faisant ça, mais faisait à la communauté juive. Ce qu'il faut faire au Québec actuellement, ce qu'il faut faire depuis longtemps et de mieux en mieux, c'est favoriser l'intégration. Il y a deux choses dans lesquelles nous devons être exemplaires. Les Québécois qui accueillent des nouveaux arrivants doivent avoir un accueil d'une chaleur et d'une solidarité infinie. Et ceux qui arrivent doivent avoir un enthousiasme infini pour s'intégrer. C'est ça l'idéal québécois. Accueil et intégration, et non pas séparation et division à l'intérieur de notre propre nation. Quand j'entendais Jean Charest qui disait « on va faire ça pour favoriser l'intégration », la plus belle œuvre d'intégration contemporaine au Québec, c'était la construction de la grande ville de Montréal. Il y avait là Robert Limman, ancien maire de Côte-Saint-Luc, assis à droite de Gérald Tremblay pour construire une grande ville. Jean Charest, dans une négligence historique invraisemblable, a laissé défaire et été le complice de la ruine de cette grande ville. C'était ça l'intégration. La principale priorité du Québec actuellement et pour longtemps, c'est l'éducation. On le sait, j'y reviendrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'éducation et la natalité, le soutien aux familles. Dans une politique aberrante, ils ont endetté de 103 millions en coupant sur les bourses pour aller au prêt les jeunes familles des nouveaux diplômés, qui donc sont entravés dans leur désir d'éducation et seront entravés aussi dans leur désir de fonder une famille. Est-ce qu'on peut, dans une seule politique, poser un geste aussi néfaste pour notre collectivité? En même temps, on ameute les cégeps en faisant même des rumeurs de leur disparition, etc. On parle d'une réforme pendant des mois et des mois qui inquiète tout le monde pour accoucher de quelques paragraphes insignifiants qu'un sous-ministre adjoint aurait pu régler tranquillement par 2-3 écrits, qu'on n'en aurait pas ameuté l'ensemble du réseau pendant plus d'une année académique. Le ministre de l'Environnement nous parle pendant des mois d'un plan vert, un plan vert, un plan vert. Vous vous souvenez de ça? Et un bon jour, il lit, j'imagine, nos programmes et notre chantier, puis il appelle ça développement durable. Et c'est vrai que c'est le bon mot, mais ils ont mis notre mot sur leur réalité médiocre. Et leur réalité médiocre, c'est de relancer les projets des petites centrales. Vous savez ce que ça veut dire, là? Pour produire 10, 15, 20 mégawatts, on va saboter des paysages uniques que des gens voudraient voir à partir du monde entier.
on avait bloqué ce projet courageusement. Je le sais qu'il y a des municipalités régionales de comté qui disent « j'irai chercher quelques centaines de milliers de dollars ». Oui, mais le développement durable, il n'est pas lié à quelques centaines de milliers de dollars contre un paysage qui n'a pas de prix et qui sera encore là pendant 1000 ans, si on s'en occupe convenablement. On veut faire un pont sur la 25. Sébastien en a parlé. J'étais député de Laval, j'ai entendu parler de ce pont il y a plusieurs années. Il faut rendre ce pont inutile par les transports en commun. C'est ça le développement durable, alors qu'il coupe sur les transports en commun. Il n'y aura pas d'encombrement de bagnoles sur les ponts. Quand on aura des transports en commun convenables, comme on a commencé à le faire d'ailleurs, vous vous souvenez tout ce qu'on a fait pour les trains de banlieue, ainsi de suite. Il y aura des Québécois et des Québécoises qui, respectant l'environnement, auront plus de temps pour lire les journaux dans un train ou dans un autobus efficace, comme ça se fait maintenant dans toutes les grandes capitales avancées du monde. C'est ça qu'il faut avoir comme plan. Ils ont laissé tomber la politique nationale de l'eau. On n'en a plus jamais entendu parler. Ils vont faire l'autoroute 30 dans le trajet sud sur les meilleures terres agricoles du Québec. Je vous conseille d'y aller. D'abord, c'est un endroit charmant. Hein? Les abords de la rivière, Châteauguay, etc. Pour aller voir Huntingdon aussi en même temps, qui est dans ce coin-là, pour voir une tragédie socio-économique due aussi au manque de prévision du gouvernement, mais surtout, allez voir ces terres qui sont dans les plus fertiles du Québec et ne pensez pas, malgré notre grande surface géographique qu'on voit sur la carte, qu'on va rester une puissance agricole. On est à la limite de la surface cultivable et on ne devrait plus jamais sacrifier un hectare de terrain pour ne pas compromettre l'avenir. C'est ça le développement durable. Quelle vision quand on a fait la loi sur le zonage agricole. Et nous avons été aussi le parti de l'agriculture. On n'a pas simplement protégé les terres, on a protégé les hommes et les femmes qui les cultivent, ces terres. Et vous savez qu'on aura déjà une bonne discussion agricole à ce conseil et qu'on aura un colloque agricole. Et il faut que quand on revienne au pouvoir, on soit meilleur encore pour l'agriculture québécoise et l'agroalimentaire que nous l'avons été. Et je signale parmi nous la présence, je crois, du meilleur expert québécois sur la question, Daniel Mercier-Gouin, qui est avec nous et qui va participer à notre colloque. Les fruits du libéralisme, l'abandon des régions, le laisser-faire. Et là-dessus, il y a une certaine cohérence. Le ministre, qui a sacrifié le ministère des Régions, comme on sait, M. Audette, a fait son plaidoyer qui aurait pu être fait il y a 400 ans, quand dans la naïveté par rapport à l'économie de marché, on croyait que l'offre et la demande pouvaient tout régler. Il a dit, quand une usine ferme, elle ouvrira ailleurs. Premièrement, où ailleurs? Puis deuxièmement, les hommes et les femmes laissés sur le carreau par la fermeture d'une usine ou un magasin, dans des circonstances rétrogrades et au mépris des individus. Ça ne peut pas être l'idéal de la société québécoise, ni d'aucune société. Même les États-Unis d'Amérique ont tourné le dos à se laisser faire irresponsable. Il y a des États américains, des villes américaines qui se battent actuellement avec l'argent de leurs contribuables pour venir sortir Bombardier du Québec. Puis notre ministre dit, quand une usine ferme une place, elle ouvrira ailleurs. L'Ontario se bat pour venir chercher Bombardier ici avec l'argent des taxes de l'Ontario. Le gouvernement du Canada a mis 500 millions pour sauver une industrie qui en avait nul besoin, d'ailleurs, l'industrie automobile Ford, GM, Chrysler. Soit dit en passant, ils ne se décident pas pour aider Bombardier. Le libéralisme,
même pour ceux qui prétendent l'être, n'a plus cours. Et le gouvernement du Québec, lui, baisse nos moyens d'intervention pour la plus grande joie de nos concurrents. Qu'est-ce qu'ils disent en Ontario, là, dans les domaines de la recherche scientifique, puis du développement avancé, puis de la valeur ajoutée? Ils disent, là, on va avoir une chance de les retaper. Ils sont en train de nous avoir avec leur politique intelligente. Ils abandonnent leur politique, puis nous autres, on va les imiter, puis on va faire de même. Et le temps compte. Hein? Abandonner la recherche et le développement pendant 4 ans, ça veut dire peut-être retarder de 15 ans la découverte qui aurait révolutionné tel ou tel secteur de la pharmacie ou de la biotechnologie. Quand je vous dis que le concert est unanime contre le gouvernement, là, et qu'il y a plus de 70% des gens qui ne les veulent plus, là-dedans, il y a beaucoup de ceux qui étaient leurs alliés traditionnels, les gens d'affaires, et qui regrettent profondément nos politiques efficaces, qui étaient basées, oui, sur une certaine idéologie. Moi, je ne crois pas que l'économie de marché et l'offre et la demande puissent régler les problèmes d'une société avancée. Je crois à l'économie de marché, je crois à l'offre et à la demande. De ce point de vue-là, je rejoins plusieurs préoccupations des gens d'affaires. Mais je ne crois pas que l'offre et la demande puissent répartir convenablement la richesse, soit entre les régions ou soit entre les hommes et les femmes et entre les couches sociales. Et c'est ça la différence entre notre philosophie et le laisser-faire rétrograde de Jean Charest et du ministre Audet. D'ailleurs, j'ai rendu public quelques réflexions de politique économique. Et je vais faire maintenant, avec les chambres de commerce, j'ai commencé ce que j'ai fait à peu près avec les cégeps. Et je vais aller présenter aux gens d'affaires du Québec, des PME en particulier, une vision progressiste de ce qu'est le développement économique, humain et durable en même temps. Et tout ça là, commence à converger. Tout ça commence à converger. Nous devrons beaucoup, comme êtres humains, à Mme Harlan Gros-Brundtland, qui a mis de l'avant, ce sera une des personnes les plus importantes de ce siècle, qui a mis de l'avant le développement durable. Parce que le développement durable, plus on l'approfondit, plus on se rend compte qu'il constitue une philosophie progressiste, comme peut-être on n'en a pas vu dans l'histoire humaine. Parce que le développement durable, il inclut développement, oui. Donc, croissance économique, augmentation de la richesse, mais il ne le fait jamais en détruisant soit la nature ou l'environnement, et le développement durable, c'est beaucoup plus que nature et environnement. Il ne le fait jamais en détruisant les hommes et les femmes. Il ne le fait jamais en abusant des êtres humains. Et là, on va pouvoir faire une composition extraordinaire, et j'en parle aux étudiants et étudiantes des cégeps. Quand le Québec libre va naître, pour eux, pour ces jeunes, pour ceux d'aujourd'hui, et pour l'avenir, je vous promets qu'il naîtra marqué par cette puissante philosophie du développement durable. Le Québec naîtra et il durera. Vous comprenez d'ailleurs dès maintenant que c'est pour ça que notre priorité sera l'éducation, et l'éducation au sens très large. Ça commencera au CPE, puis ça finira au 3e doctorat s'il le faut, puis ça sera l'éducation permanente. Puis un travailleur qui a travaillé 15 ans, puis s'il a besoin de recyclage et d'approfondir la discipline dans laquelle il travaille pour être à la hauteur de la machine ultra sophistiquée qu'on vient de mettre devant lui, on le fera. Et l'éducation, ça s'applique pas juste pour les travailleurs en usine et les travailleuses en usine pour monter leur productivité. On ne parlera pas de productivité, on va parler de valeur ajoutée. Et ça va compter aussi bien pour un éclairagiste du Cirque du Soleil, qui doit être le meilleur de sa catégorie au monde, que pour un violoncelliste de l'orchestre symphonique, ou pour un comédien, ou pour un travailleur en usine devant sa machine.
Parce que si on veut que le niveau de vie du Québec se maintienne à cause de nos problèmes de démographie, dans 10 ans, ceux qui sont devant les machines dont j'ai parlé, il faudra qu'ils produisent 2 fois plus que ceux qui sont devant les machines aujourd'hui pour s'occuper des vieux et des jeunes et pour maintenir le niveau de vie des actifs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour produire 2 fois plus sans augmenter les heures de travail? Parce qu'on ne veut pas être rétrograde non plus. Le développement durable, ça veut dire qu'on ne brûle pas les hommes et les femmes par le stress du travail. Alors, si on ne monte pas les heures de travail, il va falloir monter la valeur ajoutée par chaque heure de travail. Vous me voyez faire? Vous voyez où on veut aller? Et ça se fait en faisant appel à ce qu'il y a de mieux dans les hommes et les femmes. L'intelligence, la créativité, l'habileté, le talent. On a une industrie au Québec, l'industrie aérospatiale. On est à peu près la 3e puissance aérospatiale du monde, si la négligence du gouvernement du Canada ne fait pas reculer. Il y a 3 villes aérospatiales importantes au monde, une à l'ouest des États-Unis d'Amérique qui s'appelle Seattle, une au sud de la France qui s'appelle Toulouse, et Montréal entre les deux, qui est la 2e en importance, plus importante que Toulouse. Alors, l'industrie aérospatiale, c'est une formidable composition de l'intelligence du cerveau et de l'intelligence des mains. Quand un technicien d'aérospatial pose un rivet, il ne faut pas qu'il se trompe, parce que ça se peut que 500 personnes y passent s'il se trompe dans son rivet. C'est ça l'intelligence de la tête liée à celle des mains. Il faut que cet exemple s'étende à toute l'activité québécoise. C'est jouable. Le Japon l'a joué. Le Japon a eu un problème démographique comparable au nôtre, sinon supérieur. Puis le Japon reste la 2e puissance du monde, puis il domine l'industrie des bagnoles, puis il domine l'industrie de l'électronique, et puis il domine plusieurs autres industries de pointe dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec ce qu'il y a de mieux dans les hommes et les femmes, l'intelligence et le talent. C'est ça qu'on va proposer à notre société. Je vais vous faire un contraste dramatique, vous allez voir. Après vous avoir évoqué tout ça, là, je vais vous parler de Jean Chrétien. Le contraste est le même entre la comédie qu'il a jouée devant le juge Gomery, destinée à camoufler la tragédie qu'il avait lui-même organisée comme premier ministre du Canada. Et je vous dis ça, non pas par mépris du Canada, au contraire. Ce sont des Québécois, originaires de Shawinigan dans le cas de Jean Chrétien, et d'ailleurs, qui ont traîné le Canada dans ce cynisme et cette médiocrité démocratique qui s'appelle le scandale des commandites. Ils ont essayé, avec notre argent, de nous manipuler par de la propagande grossière. Ce n'est pas digne du Canada. Ce n'est pas digne du Québec. Et ceux et celles qui l'ont fait, je ne parle pas juste des questions d'actes criminels, les tribunaux s'en occuperont, ont déjà commencé. Puis peut-être qu'il y en aura d'autres. Le vrai scandale des commandites, au-delà de l'administration et des erreurs de fonctionnaires et de tout ce que vous voulez, c'est d'y avoir pensé. Dans une réunion du Conseil des ministres du 7e pays du G7, on a décidé de violer la conscience d'une des nations qui constitue le Canada. C'est une tragédie, mais j'ai beaucoup d'amis libéraux, fédéralistes, qui avaient besoin pratiquement de ce choc pour se mettre à réfléchir à la souveraineté nationale. Et ils ont commencé à le faire. Et vous devez en avoir dans votre entourage aussi. Hein? Et Gilles Duceppe me raconte beaucoup de choses. Il y a des députés du Bloc dans leur comté, de gens qui disent « Nous, on a voté Bloc. » Et puis on n'a pas juste voté Bloc. On a compris maintenant quel doit être l'avenir de notre nation.
et que jamais plus nous devons nous livrer à l'arbitraire d'un gouvernement cynique pour lequel la fin justifie les moyens. Ça veut dire, si vous voyez bien les divisions de l'exposé que je viens de faire, que le vent de l'Est, où on a le plus mauvais gouvernement de notre histoire, et le vent de l'Ouest, où on a des cyniques qui vont traîner le poids de leur responsabilité pendant des années, c'est rare qu'on dise ça, même à la voile, que les vents des deux bords soufflent dans le sens de l'avancement du navire. Mais c'est ce paradoxe que l'on vit aujourd'hui, ce qui me fait conclure que nous avons sur les épaules une responsabilité historique sans précédent. Parce qu'on a les circonstances en notre faveur. On a le vent en notre faveur. Les circonstances démographiques, je peux vous ennuyer avec mon million et quart de jeunes Québécois qui vont voter, je l'ai dit 100 fois. On a les circonstances démographiques. Notre dossier est extraordinairement puissant. Quand je parle dans les cégeps ou les universités, là, je leur dis, écoutez, là, je vous donne pas un cours, là, je ne suis plus prof. Je suis un homme politique engagé. Mais chaque mot que je vais vous dire, je ne prétends pas que c'est la vérité. Je prétends que je crois que c'est la vérité. Et vous devriez savoir jusqu'à quel point il croit que je dis la vérité. Le dossier de l'indépendance du Québec, là, il est devenu d'une puissance intellectuelle et affective fabuleuse. Et puis, pour compléter le tout, la globalisation des marchés vient donner l'argument ultime. La globalisation des marchés, qui a des avantages et beaucoup d'inconvénients, ne pourra être réussie que si elle a comme contrepoids des nations libres et vigoureuses pour s'asseoir à la table des nations et empêcher qu'on soit gouverné par les multinationales comme Walmart et les autres. Alors c'est ça aussi maintenant. Alors, encore une fois, lourde responsabilité de se rendre jusqu'au congrès de juin avec une ardeur, une intelligence impeccable, une discipline impeccable, tout en admettant qu'il y a des discussions, et c'est pas manquer de discipline que de participer aux discussions. Mais en 2005, juin, les discussions seront terminées. Nous réglerons, vous savez comment je veux que ça se règle, et j'ai confiance que ça va se régler comme ça, la question du leadership d'une part, et la question du programme d'autre part. Et quel sera le mot d'ordre au lendemain de ce congrès de juin? Quel sera l'ordre de marche? L'ordre de marche sera mode électoral, immédiat, le lendemain. Organisation, préparation des comtés, préparation des candidatures. Et le même jour, ordre de marche référendaire vers l'indépendance nationale. Voilà le programme que je vous propose.